Wesh les gars, vous êtes cons ou quoi? Gab trop pressé de jouer Dracotel post-buffo. Ah là, vous j'étais persuadé que c'est parce que la baliste avait pop. Mais là, que le prochain live 10h du matin, mais vous êtes fous les gars. Vous êtes fous, c'est juste que je suis pas dispo après. Donc au lieu de me dire que je live pas, bah là, j'ai trouvé un peu de temps là vite fait. Du coup, bah, let's go, hein. On fait ça plus tôt. Ça fait plaisir, vous me voyez. Là, je vous vois, vous me voyez avec la lumière du jour. Je pense que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Parce qu'habituellement, là en ce moment, avec le soleil qui se couche tôt en plus, c'est relou. Puis le moment où je finis un les nef, tu vas m'accompagner toute l'après-midi au taf. Bah voilà, exactement. C'est exactement ça que je vais faire. On va parler de Dracotail. Post-Bupo, exactement. Pas post-B-Pro ou je sais pas quoi là. Et pour ça, il y a plusieurs trucs qu'on va utiliser. On va utiliser ce qui est disponible d'abord sur YouTube en création de contenu, juste pour se servir de ça comme support pour discuter dans un premier temps. Et après, nous, on va se faire notre propre avis, notamment en parlant un petit peu de deck building, en parlant un petit peu de ce à quoi on pense que le format va ressembler. C'est pas français, mais vous m'excuserez. Et on regardera aussi un peu de gameplay. Voilà. Donc c'est à peu près ça, je pense, le plan d'aujourd'hui. On est là jusqu'à à peu près 17h et voilà. Est-ce qu'il a neigé à Panama? Ouais, eh ben, il a bien neigé. Il a bien neigé. Là, il y en a encore, même si ça commence à fondre. Mais il y a encore un peu de neige, ouais. Il a bien neigé, c'était le bordel. Il y a eu le record de bouchons en région parisienne, ever. 1000 km de bouchons, je sais pas quoi. Il y a eu aussi des drames. Pas mal d'accidents et tout. Mais bon, hein, voilà, faut faire attention. Tout simplement. Faut juste faire attention, les gars. Faites gaffe si vous prenez la route avec la neige. Parce que bon, ça pardonne pas. Hop là. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce que vous, déjà, vous avez des sujets dont vous voulez parler par rapport à Dracotel Post-Bupo? Ou est-ce que je démarre et ensuite vous me direz ce que vous en pensez? Dans quel sens est-ce qu'on fait ça? Parce que bon, en gros, les gens, ils savent pas trop où donner de la tête. Il y a pas mal de contenu disponible et en fait, bah, ça veut tout et rien dire. Regardez, par exemple, là, il y a il y a trois vrais points. Vrais comme si le reste était faux, mais bon. Il y a trois vrais points. Déjà, il y a des gens qui ont fait des vidéos un peu discussion, deck profile. Il y a des gens qui ont plus fait explication de combo ou qui ont cumulé les deux. Puis t'as des gens aussi qui ont juste proposé du gameplay. Donc nous, on va essayer d'allier un peu toutes les ressources qui sont disponibles pour les traiter et ensuite développer les nôtres. Donc voilà, là j'utilise cette vidéo juste pour vous montrer un exemple de liste qui a été proposé, on va dire, qui a été mis en avant, et vous parler un petit peu des différents points que je trouve bizarres dans la manière dont les gens illustrent le deck. Je trouve que vraiment, je trouve que de toute manière, vu que la création de contenu nous vient principalement d'Amérique, je trouve que Dracotel, c'est, on l'a vu lors du YCS. C'était quoi le nom du YCS que Aditya a gagné, je crois, ou il a fait deuxième, je sais plus. Mais non, en tout cas, dans ce YCS là, je pense qu'on a vu que voilà, leur connaissance en Dracotel, elle est au ras des pâquerettes, pour ne pas dire nul. Et... Et du coup, bah forcément, faites gaffe à ce que vous voyez, parce que eux, ce qui les excite là, c'est le Fallen, qui ici est joué en x2 avec le Albaz en troisième. Voilà. Bon, là, en tout cas, il y a toutes les options, hein. C'est pour ça qu'on va avoir l'occasion de parler d'un peu tout. Mais en réalité, bon, voilà, c'est la capacité à combo que le deck a obtenu. Avec ces versions-là, moi aussi avec les versions avec les Majestus. Donc vous verrez, il y a d'autres versions avec des Majestus dont on parlera après. Je sais pas si lui a traité le truc. Non. Mais donc voilà, il y a des versions avec des Majestus en plus qui rendent le deck vraiment capable de faire des grosses choses en first. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu impressionnant. Mais quand tu vois comment est-ce qu'ils jouent leur deck, en fait, l'Unreal Engine a très peu de sens. Ils en jouent beaucoup. Ils ont commencé déjà à cut des fusions matérielles, ou matériaux peut-être, je sais pas. Ils jouent un maximum de ceiling, mais en même temps ils cut une pièce. C'est-à-dire ils jouent le Fallen of Albaz, celui-ci. Alors, attendez, je vais juste sortir le petit stylo pour pouvoir vous montrer des trucs sur l'écran. Hop. Donc, je disais, il joue voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est ridicule. Le Fallen of Albaz, le réel, je pense que c'est impossible que ce soit joué, les gars. Dans les bonnes. Genre dans les vraies bonnes listes. Ça, c'est Nibiru en haut, les gars. C'est Nibiru. Attendez, j'enlève le sub-goal. Tac. En haut, c'est Nibiru.
Et donc en gros, bah ouais, genre des cartes comme ça, c'est littéralement impossible qu'elles soient jouées dans le main, dans des bonnes listes à terme. Parce que, bah, genre c'est une brique en plus, et dans ce cas-là, tu jouerais probablement quasiment à chaque fois une piège en plus. Ou si tu joues les trois pièges, tu vas pas jouer Fallen Base en plus dans un deck qui a enfin le droit de ne pas le jouer, tu vois. Merci beaucoup, BZB. Merci du soutien, mon gars. Merci. Liste, on souffle. Ah, la liste est catastrophique. Mais je l'ai pris comme premier exemple parce que je voulais faire le point sur faites gaffe à ce que vous allez voir par rapport au contenu américain. Parce que malheureusement, bah, ce sont des divertisseurs plus que des gars qui s'y connaissent. Et en dehors de ça, ça montre toutes les options parce qu'il met le Fallen, ça montre l'option de cut des pièges, ça parle un peu des non-engine et qu'est-ce que les gens en font. Donc voilà, il y a le Ido en side, il y a la toolbox branded très très grosse, on va dire, avec toutes les options. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce truc où en fait, depuis que le Fallen, il est envisagé, donc quasiment toute liste, le fait que bah, les gens se remettent à re-envisager la quick spell qui ne l'était plus du tout, puisqu'en fait, bah, ce Fallen, il motive ça, puisqu'il foolish Albion rien que pour ce summon. Donc en fait, t'as déjà une Fallen garantie, on va dire, sur ta fin de board. Toutes les decklists ne sont pas bonnes à prendre. Non, bah ça c'est évident, mais je dirais même la grande majorité des decklists doivent être perçues comme des propositions avec des arguments derrière, ou non, parce que dans ce cas-là, il fait pas son job, entre guillemets, de conseiller, on va dire, mais plus que comme des solutions, tu vois. Donc ouais, diminuer les noms, parce que tu ajoutes des plays, donc en fait, les gens voient ça comme, sa vision à lui, c'est, genre, bah, en fait, j'ai gagné des plays, j'ai plus de plays qui ont de la meilleure qualité. Le problème du deck, c'était qu'il avait trop peu de play, et que donc, bah, il va faire quoi? Il va diminuer les engine requirements pour soit les remplacer par des meilleurs, soit par des plays à la place. Et donc, bah, lui, il voit en les fusions matérielles des briques. Et donc, il les diminue. Donc, pour lui, voilà, il en joue 3 ici, il pense que c'est assez. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, faut pas oublier que ces cartes-là ne sont pas des cartes Dracotail. Elles ne le sont pas. Une carte comme Branded Fusion, c'est une carte contre laquelle moi j'ai beaucoup pesté, à tort, à raison, je sais pas, par moment, parce que elle est perçue comme une carte de fou dans le deck, là où en fait, bah pas tant que ça quoi. Pas tant que ça, moi je trouve Branded Fusion assez mauvais dans le deck. Donc je sais pas ce que vous en pensez de Branded Fusion, mais perso, je suis pas fan. Je trouve que l'apport de ceiling, il est très bas. Je trouve que ça te demande des concessions dans l'extra deck et dans le main pour cet apport de ceiling. Donc ce que j'entends par rapport de ceiling, en l'occurrence, quand tu résous une Branded Fusion, c'est le fait d'aller soit sur un Albion qui peut te summon un Secrétarion. Ça, c'est assez intéressant, mais dans ce cas-là, ton Fallen est banni, ta Frixule est banni. Sauf si t'as déjà le cimetière rempli, mais là, c'est plus vraiment le même Branded Fusion, quoi, que tu fais. Soit tu accèdes à un Sanctifier ou un Mirror Jade. En gros. Hein. Donc ce petit plus de CA, il est intéressant. Mais franchement, enfin, ce petit plus de ceiling, mais c'est pas un truc de fou, quoi. C'est une semi-interruption. On sait que Dracotel, s'il n'arrive pas à s'exprimer, le fait d'avoir un semi-board comme ça, c'est pas un vrai semi-board. Il n'y a pas de rotation de ressources, il n'y a rien, tu vois. Ça suffira pas. Donc, moi, je trouve que le ceiling apporté, il est pas terrible, et qu'en réalité, ce que c'est, Bandit Fusion, bah, c'est comme si tu jouais une carte qui tutorisait l'une des spells, concrètement. Sauf que t'es obligé de jouer Frixul pour. Parce que c'est le seul nom que tu peux envoyer, quasiment. Sinon, il faudrait que tu invoques Lubellion. Et ça donne moins envie. Et puis, c'est surtout que, bah, du coup, t'aurais plus de chances de cumuler Bandit Fusion avec le nom en question qui serait Mululu dans ta main de départ. Ce serait vraiment pas terrible à ce moment-là. Donc en fait, voilà, ça se sert de la création d'un Hardened Spartan en jouant Frixul pour essayer d'aller chercher une spell en plus. Et en fait, bah, c'est très souvent très très ressemblant à juste avoir Ardrorahu. Et Ardrorahu, bah, c'est pas la meilleure carte, mais c'est surtout que face au Entrap, bah, t'as besoin d'avoir deux autres cartes d'engine au minimum, dont une de bonne qualité, pour être capable de jouer. Si t'as Rahu plus deux fusions matérielles, ça marche pas au travers d'Ash Blossom, au travers de ces choses-là. Mais par contre, si t'as Rahu plus Lucias et un matériel de fusion, bah ça marche. Mais c'est pareil pour Branded Fusion. Donc, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas. Je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. C'est un peu dommageable. Le Hold Albaz, je peux comprendre, tu peux te sortir la Tower maintenant que ça joue Ecclesia.
Ouais, ouais, mais en fait, c'est ce truc-là, les gens fonctionnent beaucoup par étiquette. En fait, ils voient le bénéfice de Albaz. Oui, dans ce cas-là, Albaz, bah, jouons-le tous alors. Tu peux le réinvoquer avec Ring Broom, ça te fait un matériel fusion intéressant à avoir au gré, il va mettre en rotation pour un Sanctifier, tu peux lui donner de la valeur sur la sorte de Tower, voilà, Tu peux profiter de son effet sur une carte comme Seal, etc. Tu peux très bien argumenter que la carte, elle est bonne dans des situations. Mais c'est pas du tout la question en fait. La question c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce que tu joues une carte de merde dans ton main. Et la réponse c'est non, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup, je pense. T'as vu le support de fou de Médus le Pur? Ouais, mais c'est Blazing Dominion, donc on en parlera plus tard. Moi, en tout cas, sur cette chaîne-là. Je trouve ça cool quand même, la quick play, de pouvoir brander de fusion, send le White Albaz, récup le Albaz avec le Dracotail et le SP pour accéder à la quick play. Par contre, de là en jeu plusieurs, je sais pas. Bah, en fait, la brandée de fusion, elle augmente le ceiling dans le cas, un peu plus qu'avant, dans le cas où tout est place résout. C'est-à-dire que tu brandais de fusion, t'accèdes au Fallen en théorie. En tout cas, tu peux. Ça te demande des ressources, ça te demande de pouvoir jouer, ça te demande d'investir un peu plus dans le board, au moins un monstre en plus pour être capable de récupérer le Fallen of White avec le Artalion. Mais en soi, c'est faisable, ouais. Moi, je trouve que surtout, c'est des loops, voilà. En plus de ne pas être des si bonnes cartes d'engine que ça, et on va discuter de pourquoi est-ce que le Fallen, pour moi, ça l'est pas tant que ça non plus. Je parle de vraiment de ce qu'il a en tant que carte d'engine. Bah, c'est des cartes qui, ouais, créent une Fuvalos pour un apport de ceiling qui est pas exceptionnel. Donc bon. Ouais, le Fallen, dans son rôle d'engine, bah, pour moi, c'est pas une mauvaise carte. Voilà, elle force en théorie une entrap, parce que l'adversaire aura toujours peur de l'accès à Cartesia, qui, si t'as des noms en main, derrière, ça devient très difficile de s'exprimer. Et puis en plus, tu mets en rotation très tôt un Albion qui va aller te chercher une quick, et du coup, la synchro en plus, qui est, on va dire, une sorte de semi-interaction hein, pendant le tour adverse. C'est même une interaction, hein, puisque ça fait le même effet, quoi. Et puis, si elle est mise au grave, elle a un effet de gestion de board, etc. Donc ça t'apporte vraiment plus d'Ardent Spartan, plus de gestion de board, plus de bons points. Il y a le problème Fuva dont on a parlé plusieurs fois, donc je vais pas forcément beaucoup le traiter, même si on regardera quand même ce qu'est capable de faire par exemple un Fallen of White et une main Dracotail normale au travers de Fuvalos, voir si t'es capable de pas donner le maximum de draw possible pour développer quelque chose d'intéressant. Euh, mais c'est surtout que voilà, en fait pour moi, en théorie, en termes de développement de play, le Fallen of White, c'est une Cartesia et c'est tout. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Si t'as pas des fusions matérielles avec, si t'as pas réussi à développer à côté, ça ne fonctionnera pas. T'auras pas quelque chose d'assez intéressant. Et c'est une ligne de play qui est relativement sensible à H, relativement sensible à des cartes comme Imperm. En gros, ça ressemble beaucoup à Norm une Cartesia, quoi. Dans l'aspect Dracotail de la. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais. J'invoque une Cartesia, mais en fait, j'ai développé des armes de semi-board avant. Et la réalité, c'est que l'aspect le plus important et le plus intéressant de cette pièce d'engine comparé à une Cartesia, c'est pas forcément les pièces de fin de board que ça t'apporte en plus, même si on dit jamais non, mais c'est surtout le fait que tu l'invoques pas normalement et que tu le spé. Et du coup, en fait, ça te permet de diminuer le nombre de normal summon, qui était quand même un peu trop haut dans le deck, peu importe comment tu finissais par l'orienter. C'est-à-dire que déjà 3 Lucias, 3 Mululu, c'est déjà un peu trop. Mais du coup, maintenant, t'auras plus l'obligation, si tu veux rajouter des bonnes cartes dans ton deck, d'aller jouer une normal summon en trop. Tu pourras jouer le Fallen, qui pour le coup, bon bah, est une Cartesia, un accès à Cartesia sans norme. T'auras aussi peut-être plus de manières que ta Cartesia Hard Draw soit un extender de la main et pas une normale, puisque t'auras plus de cartes qui accèdent à la base. Ce week-end, je fais le German Open et un autre WCQ. Ouais, je fais 2 WCQ en Allemagne. Je fais 2 WCQ en Allemagne, ouais. Le grand guignol full inutile. Je dirais pas que le grand guignol est full inutile, non. Parce que tu peux pitch des trucs intéressants comme Carté, Garura, ou alors des options de jeu du main ou des options de jeu de l'extra en fonction des situations. Le grand guignol est pas inutile, franchement. C'est une mini interaction pendant le tour adverse en plus. Ça te permet de potentiellement monter sur des X68. Moi, je dirais pas le mot inutile. Mais c'est juste que ça dépend de comment t'as démarré, quoi. Si t'as démarré Fallen et que t'as pas les options X68, c'est moins intéressant, ouais. Euh, Pourquoi est-ce qu'il joue Alban Enatus? Alors, Alban Enatus, c'est un point intéressant de l'engine Fallen, puisque ça va te permettre, notamment dans le mirror match, c'est là où c'est le plus intéressant, que Fallen soit une potentielle out à Secrétarion, ou en tout cas qu'elle force une interaction adverse. Parce que quand tu vas mettre un Fallen board, vu que c'est un nom à la base,
et ben en fait, tu as directement accès à Albalinatus en fusionnant avec tous les dragons du board adverse. Et du coup, bah, ça veut dire que en gros, ça se transforme en une sorte de kaiju, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que très vite les gens le sauront et très vite les gens géreront le body de Fallen. Ce qui est fort, c'est que comme Fallen, bah, il invoque la Incredible Ecclesia et que la Incredible Ecclesia accède à Fallen, bah, en théorie, tu peux retenter de mettre un Albalinatus on board. Tu peux remenacer les dragons. Voilà. C'est une autre raison pour laquelle Dragon Link, le support, même s'il est mignon peut-être, ne sera pas dingue, hein. C'est que t'es dans une situation où quasiment le deck le plus représenté du format, peut-être le meilleur deck, joue Secrétarion et Albalenatus. Donc bon, voilà quoi. Après, effectivement, ça prend une place, faut voir si c'est vraiment utile et tout, faut voir contre quel deck du format, mais dans l'idée, ça s'entend. Ça peut être fou ce que je vais dire, mais est-ce que le Fallen of White ne permet pas quasiment de pouvoir commencer à cut quelques magies Dracotail? Parce que commencer avec une magie Dracotail, c'est vraiment pas dingue. Tu peux te faire interrompre, tu perds du ceiling, etc. De même qu'elle se combine pas avec Femina. Alors, en théorie, dans la composition d'un deck Dracotail, il y a plusieurs aspects. T'as les cartes qui vont te permettre de jouer, ok? Donc t'as petit 1, on va dire les starters, ok? Dans ce groupe-là de starters, tu vas avoir deux branches. Tu vas avoir les normal summon, concrètement. Et tu vas avoir les spells. Et les spells, c'est ça. On va dire qu'elles sont dans un autre groupe en même temps. C'est des bonnes premières steps de jeu. En second. Et en fait, ton deck est quand même basé sur le fait d'avoir cette dynamique-là. Si tu commences à que des spells, c'est intéressant parce que tes autres groupes de cartes dans ton deck qui sont soit, on va dire, des fusions matérielles, soit des fusions makers, quoi, sans forcément être des starters à proprement parler, parce qu'une carte, c'est pas vraiment un starter, c'est plus un fusion maker, vous avez compris, bah, tu augmentes leur... Enfin, tu les mets plus à l'aise. Une Cartesia sera toujours plus à l'aise si tu cut deux spells, par exemple, une Ketu, une Raju, et que tu rajoutes deux Matal Fusion. Tu vas plus souvent la résoudre, elle sera plus souvent accompagnée, elle va avoir plus de ceiling, elle sera mieux. C'est pareil pour la Femina, exactement. Le problème, c'est que en faisant ça, bah, tu commences à diminuer à quel point est-ce que tu as des bonnes premières étapes de jeu, tu vois. Et ça, quand tu go second dans ce deck et que t'as pas une spell hard draw, il y a des games qui peuvent être très durs même contre des semi-boards. Donc faut faire attention à ça quand même. Donc diminuer les spells pour ajouter des fusions matérielles et des extenders à la place des spells qui sont des extenders qui sont moins des répétis, parce que c'est du ceiling en plus. Puisqu'en gros, au lieu d'activer une carte comme Ketu ou Raju, que ta loupe va de toute manière te fournir en théorie, et bah tu démarres avec des nouvelles manières de démarrer tes loupes avec des Hardness Pattern que tu n'avais pas de base. C'est intéressant, mais c'est beaucoup moins bon en second. Et il est là le sujet aussi, c'est que Fallen, c'est une carte de second qui est discutable. Vous trouvez que Fallen, c'est très bon en second? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une carte qui va forcément forcer des interactions adverses, c'est clair. Si elle se résout, c'est excellent. Le problème, c'est que, genre, forcer des interactions adverses qui sont de la body gestion, qui sont des interactions qui de base n'avaient pas trop d'impact te concernant. Je pense typiquement à un effet de Yami, tu vois. Genre tu fais Spé Fallen, effet, Spé Ecclesia, et tu te prends un ok, bah Cookie Pet Fallen, tu vois. Bah t'es en mode oula, genre ça, c'est un effet qui de base ne devait pas m'impacter, ne devait pas me faire grand chose. Je devais même ignorer, tu vois, dans le match-up. Et là, tout d'un coup, il vient de trade avec une carte de ma main. Et au final, est-ce que j'aurais pas préféré avoir ma troisième Ketu ou ma troisième Raju, tu vois? Yeah, I'm sorry, Mercure, that's only gonna be in French. Je pensais surtout à cut une ou deux Raju. Ketu a l'air trop important sur des bonnes steps de go second. Bah oui, mais le problème, déjà, c'est que c'est pas toi qui vas choisir. C'est la banlist qui va choisir quel spell tu risques de cut et en combien d'exemplaires. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas un choix et que c'est forcé par la ban, et que c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent que tu remplaces des cartes que tu possèdes déjà par des cartes que tu possèdes pas, économiquement, hein, ils veulent vendre des cartes de Bupo, ce qui est normal. Bah le souci, c'est qu'en fait, c'est pas une solution malgré tout. Genre, il y a un problème de... On va se créer des problèmes de second, on va se créer des problèmes de Fuva. Et moi, c'est ces deux aspects-là, le second et Fuvalos, qui me fait peur en fait. J'ai peur que cette carte et cette. Bon, Branded Fusion peut-être pas, mais cette carte, ça soit genre meilleur en first, mais moins bon en second, quoi. Ça me fait peur, tu vois. Et historiquement dans Yu-Gi-Oh! Ces changements-là, ils sont très appréciés par la communauté
parce qu'ils aident le joueur moyen à gagner du win rate, parce que surtout dans un deck comme Dracotail, qui de base ne donne pas un bon win rate aux joueurs moyens en first. Donc le fait que le first soit amélioré, je pense que la popularité de Dracotail et sa capacité à faire des résultats va augmenter, parce que le joueur moyen aura un meilleur niveau dessus, un meilleur win rate dessus. Par contre, je pense que dans l'absolu, je ne sais pas si c'est un vrai buff pour le deck. Là, moi, quand je regarde une liste comme ça, alors c'est une liste qui est catastrophique, hein. La liste est genre abominable, mais je parle des éléments qu'on m'ajoute, les éléments qu'on risque de me retirer. Dans l'absolu, je ne sais pas si c'est un vrai buff, et si c'est pas juste un changement de nature, tu vois. Et ce changement de nature, je pense qu'il est peut-être même plus négatif que positif pour le deck. Après, il y a un monde où Ketu est à 1 Soon. Exactement. Salut NLP. C'est sûrement le chemin que va prendre Dracotail avec le support Branded et Magistus. Bien sûr, bah après c'est aussi comme ça, n'oubliez jamais les gars, que les premières impressions que vous avez d'un deck, elles sont fortement influées par la création de contenu dessus, ce qui est logique, hein, il n'y a pas de mal là-dessus. Et la création de contenu, elle est fortement influée elle-même par quelle est la meilleure manière pour eux, quelle est la manière la plus simple de faire des impressions et de faire une bonne impression. Et ça, dans Yu-Gi-Oh, ce sera tout le temps d'orienter ton build go first. Parce que c'est ce que tu représentes le mieux et c'est l'argument de, on va dire, de satisfaction numéro un dans Yu-Gi-Oh. Si ce mec-là, il te fait une liste très orientée second et pas une liste très orientée first, et du coup il fait des concessions, etc., ça inclut peut-être pas les nouvelles cartes de Bupo, donc c'est moins attrayant. Et en plus de ça, bah, il aurait moins de choses à vous montrer parce que ce qu'on vous montre qui est le plus simple, c'est des loops. Et des loops, par essence, c'est du first, tu vois. Là, par exemple, il va nous montrer des loops un peu après. Voilà, donc combo guide, tu vois. Combo guide. Et donc, il te montre là, typiquement, ce que fait ce que fait, je sais pas. Ce que fait quoi? Il te montre quoi? Il te montre ce que fait, j'imagine, juste le Fallen. Voilà. Ce que fait juste le Fallen. Et bah, ça, forcément, si lui, son avis de Dracotel se résume à savoir faire des loops, entre guillemets, ou que c'est en tout cas un pan de son de ses connaissances qui prend une majorité, enfin qui est une majorité de ses connaissances quoi. Bah ouais, c'est pas dingue. On est tous d'accord là-dessus. Ça vaut quoi Shadow? J'ai l'impression quand même qu'on pourrait passer d'un bon deck qui fait peu de steps mais des steps très très fortes à un deck qui est un peu plus combo mais du coup un mauvais deck combo. Je pense qu'il aura toujours des arguments. Il aura toujours des arguments Dracotel, même si il est représenté comme, je vais juste faire rentrer Chippy, même s'il est représenté comme un mauvais deck combo, c'est-à-dire qu'il jouera peut-être trop de cartes qui ont pour but de... Viens, rentre. Viens, rentre. Là, elle casse les couilles. Viens, Chippy, viens. Ok, le chat est rentré. Donc ouais, je disais, en gros, même si le deck, il est utilisé comme un deck combo, juste sa Feimena, un tel, et son utilisation de Fuvalos sont des tels boosters de win rate que de toute manière, le deck, il va pas décevoir dans les mains des joueurs moyens. Il décevra peut-être dans les mains des gars qui faisaient déjà du résultat avec. Parce que comme dit, la raison de le jouer change, quoi. Voilà. Est-ce que tu as regardé les cartes de Maze of Murtos qui sort 2 semaines après Bupo? Est-ce que Téné Kuribo et une Poly dans un deck fusion, c'est intéressant? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé parce que malheureusement ça sort après le YCS. Donc en fait, c'est pour ça que tu vois très peu de contenu passer dessus. Parce qu'en fait, une extension qui sort après un event, c'est très peu intéressant. Chippy, qu'est-ce que tu fais? Attends, parce qu'elle va appuyer sur le clavier et après le stream va couper, les gars. Donc c'est drôle vite fait en fait. Viens, viens, mets-toi là. Viens à côté, viens là. Attendez, parce que là c'est compliqué. Elle veut pas. Chippy, déplace-toi. Voilà. Je vous la rapproche, les gars, là. Je vous la mets avec vous. Viens. Allez, viens, dis bonjour. Voilà. Attends, tiens. Dis bonjour aux gens, quitte à les déranger. Là, tu vois, on parlait, on avait une discussion intéressante. Et là, t'as niqué le rythme. Donc bon. Mec, j'ai le clone de ton Kuribo vivant IRL. Ah ouais? Sauf le mien, moustache noire. Ah, moustache noire? C'est quelque chose de courant? Putain. Voilà, du coup, elle est avec nous. Salut Schlippy. C'est vrai que on pourrait l'appeler Schlippy sur le live.
toute façon, il ne comprend pas, les gars. Mon chat, enfin, ce chat-là, j'en ai deux, est un chat du type teubé. C'est-à-dire que elle ne comprend pas quand on l'appelle. Elle est très simplette. Elle a du mal à. Voilà, elle a du mal à. Elle a du mal. T'as du mal. Bref. Ok, donc je vous disais, ouais, voilà, regardons vite fait, pour ceux qui ont vraiment pas trop de connaissances sur ce que font les cartes, regardons vite fait un one card combo, juste pour vous l'illustrer. Donc là, ce qui se passe en gros, c'est que bon, bah, son Fallen trigger à la summon, pour summon l'Incredible Ecclesia, qui elle a un quick effect. Alors l'Incredible Ecclesia, c'est une norme de base, mais en second, si l'adversaire a plus de monstres que toi, tu peux la spé de ta main, ça c'est quand même très intéressant. Et du coup, tu pourras invoquer le Fallen du deck, sachant que le Fallen, la summon soit du deck, soit du grave. Donc même si tu startes Incredible Ecclesia, tu peux faire effet, summon Fallen. Ah oui, mince, excusez-moi. Tu peux faire effet, summon Fallen et Fallen Reborn Incredible. Le chat, il a l'air d'accord. Ok. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que Incredible est quand même un extra play intéressant en second. Euh, bien plus qu'en first. Parce qu'en first, c'est juste une norme, quoi. Ah, mais vous voulez voir le chat aussi en même temps que la scène. Non mais les gars, là on a un problème. Je peux pas faire ça. Sinon, je peux, moi, me décaler. Et laisser la place à Chippy. Parce qu'après, en vrai, vous vous en foutez de moi, les gars. En vrai de vrai. Voilà. Voilà. Chippy. Ah là, on est deux, là. Et du coup, bah ouais, je vous disais qu'en gros, voilà, ça accède à un tuner et un non-tuner, en gros, concrètement. Et c'est ça l'intérêt. Pour derrière être capable de transformer ça en des vrais plays Dracotail, vous allez être obligé de passer par une synchro summon. Donc, les- c'est les bodies qui ont de la valeur. C'est pas. Ils t'accèdent pas genre spé base, hop là, je tuto une carte Dracotail, tu vois. Ça serait évidemment là, je vous dirais, bon bah c'est la meilleure carte du deck, tu vois. Normal, la chaîne t'a jamais appartenu. Ouais, mais aux dernières nouvelles, c'était quand même pas elle, quoi. Avoir la vie de Sleepy sur le Fallen. T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi? Ils se sont battus récemment, du coup, elle a une moustache pliée. Bref. Du coup, bah voilà. Et donc, en fait, le véritable intérêt de cet archétype-là dans ton deck, c'est qu'il t'accède à un Fusion Maker qui est carté. Et accéder à un Fusion Maker, c'est très fort, mais faut jouer des cartes de l'archétype. Si tu joues pas des cartes de l'archétype, genre si tu joues pas assez de names, si tu joues pas, ça va pas fonctionner, tu vois. Gribouille, c'est un violent. Non, mais disons qu'ils s'entendent pas. Ouais, en vrai, c'est Gribouille qui est un peu difficile, mais bon. Donc voilà. Et donc là, il te montre en gros qu'est-ce que ça fait juste ça. Et ça, j'imagine qu'il doit être être un peu défenseur de ces semi-boards là que moi je trouve absolument insuffisant pour gagner des games. Dans le sens où ça, c'est pas un board qui gagne une game. Une pauvre Fallen avec en gros la synchro qui en quick effect peut summon soit le Fallen of Albaz, soit une Cartesia. Et voilà quoi, plus ou moins. C'est pas un board ça. Je trouve ça immonde comme création de ressources. Je dirais pas immonde, mais si t'arrives pas à développer ton archétype à côté, ça sert à rien. Après, ce youtubeur, c'est un gros forceur branded. Non, mais la vague de youtubeurs, la vague de piraterie que ça a lancé branded sur YouTube, c'est ouais, faut cut, hein. Faut cut. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc là, il vous montre en théorie voilà, à quoi ça sert, et c'est pour ça qu'il inclut le Fallen dans son build de départ. C'est parce qu'il veut te montrer cette loupe, en fait. C'est ça la vérité. Donc voilà, donc là il va peut-être te montrer plus un name, donc là il te montre plus Lucas, qui est probablement le meilleur parce que, alors, on va avoir tendance à dire ouais mais ça change rien que ce soit Lucas ou pas, de toute façon tu y accèdes et tout, c'est pas vrai. En fait dans Dracotail, même si tu commences avec un Fusion Maker qui n'est pas Lucas, ok, et que du coup tu te dis de toute façon j'aurai accès à mon Lucas, en réalité, commencer avec l'un des trois noms importants, c'est-à-dire soit Urgula, soit Femina, soit Lucas, et l'utiliser en matériel fusion, ça a de la valeur parce que sinon, tu vas devoir accéder à plus de names différents. Si tu startes Pan, par exemple, dans cette loop-là, bah, dans ta loop, il va falloir qu'à un bout d'un moment, tu accèdes à Femina, un bout d'un moment, tu accèdes à Lucas, et un bout d'un moment, tu accèdes à Urgula. Ce qui peut être plus difficile, parce que ça va t'obliger de faire Ketu norme Lucas, alors que de base, peut-être que tu voudrais norme Mululu, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que, ou alors, il va falloir que tu envoies ton Lucas et que tu le ramènes avec ce critérion, alors que là, il est déjà au grave, c'est beaucoup plus simple derrière de loop.
Bref, donc là, il te montre le même départ, mais qu'en gros, bah, du coup, tu vas pouvoir faire une loupe de l'archétype, quoi, tout bonnement. Là, j'imagine que... Oula, ok. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il utilise sa Ghost Belt de sa main. On va voir. Pourquoi il veut reprendre quoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait Femina et pas Carté ici? C'est peut-être plus intéressant de faire Carté, non? Tu fais Carté et utilise Femina et Lucas, non? Je suis même pas sûr que t'es censé tuto Femina, hormis si tu veux jouer autour de Veiler Imperme, qui serait peut-être joué dans... à terme. Bon, Chippy est endormi, les gars, donc je me rebouge, hein, je me permets. Hop là. Tac. Pas oublier la nouvelle synchro sur Tool qui sort aussi. Ouais, mais est-ce que ça sert vraiment dans le deck, ça? Est-ce que ça sert vraiment? Et donc voilà, après, bon, bah, à partir de là, c'est une simple loupe de l'archétype. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Donc voilà à peu près pour comment est-ce que la carte, elle développe. Ça, de toute façon, on le sait pour une grande majorité. Après, il montre des différentes loupes, on va dire. Pour revenir là-dessus, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a inclus le Albaz, qui je pense sera pas dans les, sera pas dans les listes. La troisième piège, je pense que c'est cut-up parce qu'en théorie, ton deck a gagné en ceiling, mais ton deck a pas gagné en ceiling automatiquement. Ton deck a gagné en ceiling quand tu open l'une de ces cartes-là. Et dans les games où tu n'opens pas l'une de ces cartes-là, quoi, genre en mode tu peux te permettre de jouer que de pièges. Et surtout qu'il a cut peut-être la plus importante. Tu peux pas cut Sting dans un format où il y a Radiant. Tu peux pas cut Sting dans un format où il y a Radiant. C'est pas possible. C'est non envisageable. La cuttable, c'est comme d'hab, c'est Horn à la limite. Parce que, voilà, parce que c'est loin d'être obligatoire. Mais pour des raisons que si vous voulez, je peux vous citer, on la joue quand même. Si je crois que t'as pas compris, c'est Chippy en plein écran que l'on veut, même si elle dort. Oui, mais là, elle n'est pas dans le cadre, genre le cadre complet. Genre, je ne peux pas la faire figurer dedans. Faudrait que je bouge la caméra. Ou alors, faudrait que je bouge Chippy. Si j'ai une question, rien à voir. Qu'est-ce que tu penses des decks de plus de 50 cartes? Ça dépend juste du deck, mais en règle générale, c'est une mauvaise idée. Voilà. Parce que tu n'y gagnes rien. Tu ne fais que y perdre. Mais voilà, l'intérêt c'est que tu as plus de cartes dans ton deck, donc si tu arrives à bridge avec toutes, bah ton tour il est plus long, t'as plus de ceiling. Le désavantage c'est que tes compositions de main sont beaucoup plus hasardeuses, on va dire, t'as moins de chances de voir une carte précise, ou plusieurs cartes précises, etc. Et du coup, bah, en fonction de à quel point est-ce que tu gères bien l'augmentation de ton deck de 40 à 50 ou de 40 à plus que 50, bah, ça peut aussi niquer un peu les compositions de tes mains. Surtout qu'il joue que 1 point Irregula, avec aussi peu de nom, la probabilité d'avoir des open faibles est assez haute, en plus d'avoir une féminin peu impactante go second. Oui, non, mais bien sûr, ça c'est un point dont on a parlé dès le départ déjà. Donc voilà à peu près pour, on va dire, l'introduction à... attention à ce que vous allez voir sur Dracotail. Pareil, les options de side dont il parle, le Ido, ou la piège Dragon's, je sais pas quoi. Dragon's Wind, Dragon's Mind, je sais plus. C'est des cartes intéressantes, mais encore une fois, Dracotail, sa galère à lui, c'est de se faire stopper, tu vois. Donc il va jouer des cartes qui soit vont encourager sa capacité à jouer en first. On se rappelle dans les sides de Dracotail, en règle générale, c'est quoi les cartes de first que vous voyez? C'est Prospect, déjà. Donc c'est bien la preuve que c'est des cartes pour essayer de jouer. Ça va être Prospect, ça va être Call By, Cross Out, tu vois, des trucs qui vont t'aider à essayer de développer malgré les entraps adverses, ou qui vont t'aider à battre des cartes précises qui sont problématiques pour toi. Maintenant, peut-être qu'avec des versions comme ça, le deck sera moins. Pas à cette liste-là, hein, mais en tout cas avec le support Bubo, peut-être que le deck sera moins sensible au end-trap en règle générale, et donc ça permettra de jouer, s'il joue des cartes de first post-side, des floodgates ou slash des bonnes cartes de first, des pièges ou quoi, plutôt que des manières de s'ajouter des extenders. T'inquiète, t'inquiète, Cartana. Ido dans un format avec la Quick Branded MDR. Non mais peu importe, c'est même pas la question. Je pense qu'il l'a mis là pour illustrer. Je pense qu'il l'a mis là pour illustrer. Panning dans l'extra, je trouve ça fou. Mais non, mais les gars, n'oubliez pas que c'est une vidéo où je pense pas que. J'espère que c'est pas une deck profile. Il y a écrit deck profile dans le titre, mais j'espère que c'est juste une présentation de ce que tu peux faire avec le deck, tu vois. Ça ferait un peu plus de sens déjà. Bon, sinon, il y a des vidéos. Pareil, là, tu as une autre liste que je vous ai pris pour pouvoir vous en parler. Avec, pareil, hein, vous voyez qu'ils ont tendance à faire la même chose, hein. Diminution du nombre de noms.
Là, ça joue pas la Branded Fusion parce que ça joue l'engine Magistus, donc ça a besoin de la place dans l'extra deck. C'est pas parce que il se dit ah bah tiens je joue déjà les Magistus, je vais pas rajouter les Branded Fusion en plus. Non, c'est vraiment parce que il ne peut pas dans l'extra, sinon il le ferait. Ils se sont tous des fous les gars. Donc ouais, il diminue encore l'accès aux cartes Dracotail parce que Branded Fusion malgré tout c'est un accès à une carte Dracotail. Pourquoi faire? Il diminue les pièges aussi pour essayer de faire entrer d'autres engines dans le requirement mais que ça se voit pas trop, que c'est un peu bancal. Le Crowley, le Zoroa en l'occurrence, des choses comme ça. Et il va perdre un peu de place d'extra deck. Mais les Magistus, c'est vrai que, en théorie, ça permet à ton Fallen de devenir un Lucas. Concrètement. Fallen seul, dans une liste comme celle-ci, elle va t'accéder à Lucas parce que via lui là, le Omega là, bah en gros tu vas pouvoir le détruire toi-même. Et lorsqu'il est détruit, il peut summon un niveau 4 spellcaster de ton deck et du coup tu spé Lucas. Mais pareil, c'est des loops où tu donnes 400 draws sur Fuvalos qui sont dégueulasses sur Dentrap et en soi, le Crowley, enfin le Spoon, pardon, dans ta main de départ, c'est pas. C'est pas un truc très très fort, hein, tu vois. C'est pas un truc de fou, hein. On va voir qu'est-ce qu'il nous montre exactement. Tac, 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 tac. Là, il nous manque Fallen plus Pan, par exemple. Il va nous montrer qu'en gros, il va passer par la Synchro Majestus, probablement. Donc voilà, au lieu de faire la synchro qui invoque Cartesia, il passe par la Synchro Majestus, il équipe Artemis. Artemis va lui permettre d'aller chercher le Crowley. Hop là, le Crowley invoque le Big. Et ensuite, il va pouvoir le détruire. Il le détruit avec quoi ici, les gars? Il le détruit avec la synchro qui se reborn en détruisant un. Voilà, fusion est fait. Fusion va summon Lucas. Et à partir de là, bon bah, il joue quoi. Je pense qu'ils sont contents que Femina peut fusion pendant le tour adverse, MDR. Comme je t'ai dit, je pense que quand ils travaillent une vidéo YouTube, ils travaillent ce qu'ils vont montrer, c'est-à-dire le first. Donc je pense que c'est forcément. Ça joue forcément. Pourquoi toujours que 2 quick spell branded? Alors attention, là bro, ça va te saouler, je pense carrément, ce que je vais te dire. Ça va te saouler. Mais c'est la vérité. En fait, vois-les comme des golems, en fait. Faut les voir comme des golems. Voilà. Si tu les vois comme des golems, ça paraît hyper simple. En fait, c'est mon deck Foolish Albion. Donc j'en joue minimum une. Parce que quand j'open Fallen of White, je veux pouvoir accéder à ma quick spell. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que du coup ça devrait être discutable? Oui. Est-ce que pour eux ça l'est? Non. Pour eux c'est automatique, c'est un ajout direct. Ils s'en foutent de la qualité de leur non-engine en second, ils veulent qu'elle participe à la construction d'un board en first. Et ensuite, vu que la Fallen, bah, elle envoie un autre Albion, bah, il en faut une deuxième, gros. C'est tout, il en faut une deuxième pour cycler, alors que pareil, ça serait argumentable. Donc, te prends pas trop la tête avec les compositions de deck qu'il propose, parce que c'est vraiment pas terrible. Bref, et du coup, bah, voilà, à partir de là, pareil, il fait une loupe Dracotail, à savoir que lui, c'est quand même une sorte de floodgate, parce qu'il dit que en fonction de qui est équipé, l'adversaire peut pas faire les effets des mêmes cartes. Par exemple, si tu lui équipes une lien avec Spoon, bah lui il dit les liens adverses, comment ça s'appelle? Il fait ce critérium sur le type de monstre qui lui est le type de carte de monstre qui lui est équipé, il me semble. Donc normalement en fin de tour ou en bout d'un moment on va le voir faire Spoon voilà. Voilà, il a fait je sais pas, il a fait Spoon équipe la fusion pour lock des fusions. Typiquement. Donc là maintenant l'adversaire peut pas faire d'effet de fusion. Donc en fait, comme ça améliore la gueule de ton board, bah pour eux c'est mieux. Mais est-ce que c'est mieux? Keep une lien, hop, au revoir Malice. Oui et non. Parce que moi je pensais que c'était plus intéressant d'en avoir 3. Bah peut-être que quitte à en jouer, tu peux en jouer 3. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu trouves que la carte elle est bonne à hard draw, tu vois. Eux ils en jouent 2 parce qu'ils veulent que ce soit des produits de loop. Si toi t'en joues 3, ou si eux en jouaient 3, ça voudrait dire qu'ils pensent que à piocher dans le format c'est une bonne carte. Ça c'est un autre débat. C'est le rôle de Fallen en tant que non-engine. Mais là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'ils en jouent 2? C'est pour ce que je t'ai raconté juste avant. Je note qu'il faut imaginer qu'il se soit pris Forbidden Crown. De quoi? Aussi, prendre des drôles sauvages en game 1, c'est punitif. Je pense que Droll... En fait, Droll et Nib... Ah, alors Nib, c'est discutable, mais Droll, c'est, à mon avis, pas une carte qui sera jouée main deck lors du prochain format, parce que t'as pas de deck qui te l'oblige. Droll, c'est quand même une carte où quand elle est main deck, c'est parce que t'as le couteau sous la gorge, quand même. Hein. Si t'as pas le couteau sous la gorge, en règle générale, tu mets pas de roll main. Ou alors qu'elle couvre très bien le format. Et là, elle couvrira pas très bien le format, il y a Dracotail dedans, tu vois, donc c'est pas...
C'est pas très bien couvrir le format, quoi. Et, et donc, ouais, ce qui va se passer, c'est Nibs, c'est peut-être un peu plus envisageable parce que, bah, en fait, t'es dans une situation où Dracotail, il a pas mal de starts qui vont lui mettre des summons on board, il va essayer d'invoquer un peu plus et tout, il va être un peu plus menaçant, il va créer des boards un peu plus gros, il va se le prendre beaucoup plus souvent, le Nibiru. Et moi, je pense que Nibiru a toujours été une plutôt bonne carte contre Dracotail, contre les joueurs expérimentés de Dracotail, qui en règle générale font chaque tour plus de 5 semaines. Maintenant, le problème, c'est que t'as plus de 50% de chance de tomber sur le joueur d'à côté qui fait semaine Artalion, semaine Gulamel à toi, quoi. Et là, bon, bah évidemment, Nibiru est catastrophique. Je comprends pas l'idée de toujours vouloir rendre plus combo tous les decks qui existent. Franchement, on l'a déjà abordé 2 fois aujourd'hui, hein. C'est vraiment ce truc-là de bah, qu'est-ce qui vend le mieux sur les réseaux. C'est pouvoir te montrer un produit comme ça. Ah, moi, je fais ça. Désolé, Roxorbis. C'est parce qu'il te manque de l'expérience avec le deck, peut-être. Tout simplement. Ok. D'accord, bon bah voilà, donc je vous ai montré ça aussi, c'est-à-dire l'apport des Magistus dans les loops, on va dire, au global. En fait, c'est pas pour ce qu'elle fait elle-même vraiment Spoon, même si elle est ok, c'est surtout pour ce qu'elle permet à Fallen de faire. Mais vous comprenez que ça commence à faire beaucoup de trucs un peu bizarres. Je pense, oui, les plays secrets, j'y pense pas souvent. Secrétarion, ouais, alors que c'est, franchement, c'est la base du deck. Dans le sens où c'est ce qui fait que le deck est bien meilleur. Euh, Ok, ensuite on a une autre liste qui est un peu plus organisée, on va dire, et qui ressemble un peu plus à ce que les gens envisagent, parce que déjà c'est une chaîne YouTube qui est un peu meilleure. Là, ça, c'est Vexen YGO, c'est un gars qui quand même, voilà, il est dans les cercles de testing de Pac, Jib, les gens comme ça, donc il a déjà un avis compétitif un peu plus pertinent, même si ça reste très limité. Et surtout, il a essayé de prendre en compte la ban en, par exemple, mettant Ketua 1, etc. Mais on voit les mêmes automatismes, hein. Diminution du nombre d'engines. Je sais pas, je les appelle des engine requirements, mais c'est des fusion makers. Diminution du nombre des engine requirements avec les pièges. Pour pouvoir caser leur Fallen et leur branded de fusion. Voilà. Lui, en l'occurrence, il joue pas le Albaz, quand même, il se respecte. Mais une carte comme Magnamut, peut-être a un peu plus de sens post-Bupo. Mais en tout cas, pré-Bupo, n'a aucun sens, absolument aucun. Le choix de CNN Engine est quand même un peu plus orienté aussi sur ce qui est un peu plus réel dans le format. Nib qui devient meilleur contre Dracotail, qui est pas une très bonne carte contre Radiant, mais qui a une chance de se résoudre. Belle qui est pas mal contre Radiant, qui est plutôt bien dans le miroir. Et voilà, puis Valos H après. Il y a ces quick spells hein, qui seront dans toutes les listes avant que les decks fassent des résultats. Après, je sais pas, mais. Parce que Fallen, c'est une carte qui me paraît pas très bonne dans le format au global. Ça dépend ce que t'affrontes, mais si tu me dis que tu joues que contre du Dracotail, mais aussi contre du Radiant, c'est pas une très bonne carte contre Radiant. C'est même, même pas une. Ouais, c'est même plutôt une mauvaise carte contre Radiant. Donc faut faire gaffe. Sissi Genban Nip prend de la valeur quand même contre Radiant. Bah déjà Sissimor Genban, et après je ne suis pas certain que Simorg figurera sur toutes les fanboards de Radiant, comme je ne suis pas certain qu'ils joueront Apex, tu vois. Mais peut-être. Radiant va être fortement présent dans le prochain format. Je pense qu'en tout cas, la représentation augmentera au fur et à mesure, ouais. Je pense que, perso, on a fait un peu une tier list hier, même si c'est pas vraiment une tier list, mais ça avait pour but de discuter un petit peu des decks de manière générale, et là, la place que je pense qu'ils auront dans le prochain format, et Radiant, pour moi, c'est un deck qui sera représenté, ouais. Mais je peux pas dire à quel point, c'est difficile à dire, ça va dépendre du résultat qui est fait, du lien que les gens ont avec le deck, du prix du deck, ça va dépendre de tellement de facteurs combinés que c'est difficile pour moi de te dire oui, non. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, bah derrière, est-ce que lui il montre d'autres choses? Il parle de la présence de Sting potentiel dans le main deck hein, potentiellement. Il parle de dans l'extra deck de. Bah, attendez, wesh. La vidéo elle est morte. 2 secondes. Tac. Hop. Voilà. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Au niveau de son extra deck, il est peut-être un peu plus décidé sur ce qu'il veut jouer ou non. Il n'y a pas de synchro bizarre, il n'y a pas les grands guignols, les machins. Il y a juste le strict nécessaire. Avec un seul secrétarion, ce qui est quand même louche, mais bon, faut bien faire de la place. Et si tu veux jouer l'engine branded et en jouer une bonne partie, bah t'as pas trop le choix. Et il joue quand même certains liens.
qui pour moi sont discutables dans le sens où, bah, encore une fois, voilà, t'as quand même une bonne partie de ton deck qui te lock encore plus qu'avant, donc ça va être encore moins souvent des options, quoi. Ensuite, il montre quelques lots, bon, ça c'est habituel. Peut-être des listes différentes ici, j'ai pas regardé ce qu'il proposait après. Non, non, non. Il montre juste des lignes de play derrière. Bon, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, mais bon, c'est pas. Voilà. C'est pas si ça vaut le coup tant que ça. C'est tout à fait normal de maximiser son win rate dans les situations que tu contrôles le plus, en first, parce qu'il y a peu ou pas d'interaction, si tu penses pas avoir le niveau pour naviguer les situations plus difficiles. Ouais, totalement, il y a de ça, hein, bien sûr, c'est évident. C'est évident. C'est pas forcément une question d'être influé, c'est influencé, c'est qu'en fait, ça parle aux gens qui sont pas exceptionnels au jeu, ce qui est logique, tu vois. Ok. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer du coup un peu, pour faire un premier point au niveau, qu'est-ce que ça crée dans ton deck en termes de changement dans la decklist, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change en fait, tout bonnement. Et derrière, on va regarder un petit peu de gameplay pour essayer justement de voir si on peut identifier les points dont on a parlé, positifs, notamment de first, et négatifs, notamment de second. Et voir si c'était c'était un vrai point ce qu'on a soulevé ou si c'était un peu du bullshit. Donc pour ça, je pense qu'on va prendre peut-être Dracotail pas contre lui-même parce que c'est justement là où le Fallen sera probablement le meilleur en second. On verra ça dans un second temps. Peut-être contre un deck qui gère assez bien la body présence. Donc je vais regarder si je trouve une game contre par exemple LV-Note. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on va voir. Alors, où est-ce que j'ai ça? Moi, je suis sur deux chaînes qui proposent du gameplay pour essayer de vous trouver ça. J'avais pas prévu de regarder ce match-up là, je sais pas s'il est dispo. Dracotail contre Dracotail, Dracotail contre machin, Dracotail. Ok. Bon, alors on va regarder les match-ups les plus pertinents plus tard. On va d'abord regarder juste des trucs basiques parce que j'arrive pas à trouver ce que je voulais de base. Hop là, voilà. Donc typiquement ça. Tac. Donc là, tu vois, c'est Magistus Dracotail contre Radiant. Et l'idée, bah, c'est de voir un petit peu sur des mains qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'un des decks a l'avantage sur l'autre, etc. Même si on n'a pas encore parlé de Radiant, on en parlera demain normalement. Demain on fait Radiant et jeudi on fait du gameplay et derrière semaine pro, je vous fais le retour sur les WSQ et on parlera de Tribrigami aussi. Et moi tout le monde ralentit Yu-Gi-Oh en décembre, fête partielle, mes économies ralentit pas les sorties, du coup j'ai l'impression de sauter de format à chaque fois, je suis tellement pas à jour. Ah ouais? Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es pas arrêté, mais ah, où est-ce que tu te as ralenti? Comment ça ralentir? Parce que, franchement, dis-toi, ce format, c'est le format de Bologne, mais avec les nouvelles sorties de Bupo et la banlist, qui n'est pas encore sortie. Genre là, si t'es à jour pour Bologne, t'es à jour actuellement, tu vois. En vrai de vrai. Donc voilà, donc là, tu vois, typiquement, c'est ce que je vous disais. Sur une main comme ça, t'open pas Fallen, t'open pas un Axa Fallen, t'open pas un Magistus, t'open pas un truc qui te permet d'augmenter ton ceiling, qui sont des cartes hard draw, qu'est-ce qui se passe? Bah en vrai, tu joues Dracotel pur. Et le fait de jouer Dracotel pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si t'as cut des pièges, bah tu joues Dracotel pur avec deux pièges. Ce qui est peut-être pas suffisant, puisque peut-être que la raison pour laquelle t'as cut une piège, c'est parce que tu t'es dit, bah mon deck est meilleur en first désormais. Ce qui n'est pas forcément vrai. Je pense pas que Raizil pourrait avoir un spot post-Bupo, le deck semble avoir beaucoup de push contre Radiant et Dracotail. C'est vrai, mais je pense que il va avoir du mal à trouver vers quoi bridge en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu peux pas jouer Raizil. Tu dois jouer Raizil quelque chose. Et alors Raizil quoi? Peut-être Raizil Onomate. C'est moins fort en first. Il a été prévu quand même de. Il a été. On lui a enlevé pardon des options de first. Donc bon. Ça baisse les bonnes cartes à piocher après les trappes aussi. Razil Zodiac. Ah, Razil Zodiac, je pense pas, mais bon. Donc voilà. Là, en l'occurrence, vu qu'il joue tous les Magistus, il va essayer de partir sur une loupe Magistus. C'est une loupe qui se fait punir par Fuva. Donc le gars n'a pas Fuvalos ni en stand-by, ce qui est habituellement ce que les gens font contre Dracotail, ni à la norme de Lucas en chaîne à l'effet parce qu'il a voulu se prévenir de potentiellement Feymena Blockchain 2.
Ce qui en soi n'aurait pas été tant que c'est un problème, mais peu importe. Du coup, il se retrouve à ne pas prendre la draw sur la Artemis. Mais là, du coup, il va chaîner Fuvalos maintenant. Il va se prendre H, mais peu importe. Et derrière, il va se faire chaîner son deuxième Fuva. Et donc là, au final, t'es dans une situation où, bah, vu que t'as commit ton Lucas dans une lien 1 et que tu joues moins de pièges, c'est moins évident pour toi d'aller faire un move. Bah, je summon juste Arta, je pose 3 et je tiens la game, tu vois. Parce que il a que des pièges, parce que il a hard draw une composition de main qui est pas terrible, parce qu'il a transformé son Lucas en lien 1 et que du coup, même s'il fait son Artalion, il trigger moins de noms de cartes au total, tu vois. Il trigger que 2 noms potentiellement au lieu de 3, des choses comme ça. Et encore là, il a augmenté le ceiling de sa main parce que il a dépensé H. C'est comme si H là avait deux effets. C'est, elle va avoir l'effet d'interrompre pendant le tour adverse, mais en plus, elle a dit discard une carte adverse. Donc, bien sûr, il va peut-être gagner quand même, quoi. Nanana. Donc bon, voilà, donc là, il joue les trois pièges, donc il a un setup ok dans Fuvalos. Donc c'est pour ça que je vous dis, cut les pièges, faites gaffe, parce que votre deck, il est encore plus sensible à Fuvalos, il faut que vous ayez les semi-boards possibles. Et j'ai pas l'impression que le Fallen, il soit bon dans les semi-boards, et on regarde ça juste après. C'est le prochain truc qu'on regarde. Et les Loop Magistus, où vous démarrez par des cartes Dracotail, pareil, très faible à Fuvalos. Et en plus d'être très faible à Fuvalos, même quand tu les as draw, c'est très faible à Fuvalos. C'est pas comme si c'était juste le bridging qui te coûtait des draws, non, c'est à peu près tout. Et donc derrière, tu te retrouves à affronter bah, des mains quasiment remplies avec Fuva sur des setups où bah, t'as pas développé plus qu'habituellement, mais juste par contre ta composition de deck elle est moins bonne. Là il a eu la réussite entre guillemets de piocher des cartes Dracotail et une Ash Blossom, mais s'il avait pioché un Fallen of Albaz, un Spoon au lieu de cartes Dracotail, sur le Fuvalos là il était foutu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et que cut trop de cartes Dracotail ça peut te coûter de ouf. On va juste aller sur DB d'un autre côté pour essayer de voir qu'est-ce que le Fallen peut proposer. Qu'est-ce que le Fallen peut proposer Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Quand on se prend Fuvalos. Donc, est-ce que j'ai une liste 2 secondes. Dracotail, Dracotail. J'ai pas de liste. Enfin, j'ai des listes, mais j'ai pas de liste post machin. Hop là, je vais juste créer une nouvelle liste. Dracotail post Bupo. En prenant en base une liste d'avant. Alors, du coup, donc sur une liste comme ça, qu'est-ce que les gens font? Bon bah, hop là, cut, 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 cut. Et donc on va rajouter des Fallen. On va rajouter l'Incredible. Et souvent ça joue les brandés de fusion. Hop là. Ça cut des noms, ça rajoute des non-engine. Souvent on a vu Bell, on a vu Nib. J'essaie de vous illustrer ça avec la dernière liste qu'on a vue. Donc voilà, je cut ce qui est pas joué dans leur deck. J'ai vu qu'ils avaient quasiment tous cut Sting, donc je vais la placer ailleurs pour qu'on puisse la retrouver après. Ils jouent beaucoup moins de noms que ça. Ils jouent genre quasiment 1-1-1. Qu'est-ce que j'oublie là, les gars? Et après, ils ont remplacé certaines non-engine du coup par les Fallen and the Virtuous. Et voilà. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc c'est ce genre de liste-là qu'on voit. Si je suis pas fou, vous me dites si je me trompe. Ah, souvent il y a 3 Rahu. Là, il a montré une liste qui était post-ban, donc il y avait que 2 Rahu. Et du coup, c'est quoi la carte qui me manque là, les gars? Quelle est la carte qui me manque que la dernière liste qu'on a vue jouait? Est-ce que vous savez? Le nomade apporte une counter trap. Ouais, mais bon, c'est pas la question, non? C'est juste qu'en fait, genre, tes semi-boards sur Fuva, qui sont composés en gros de détonateurs, sont nuls dans le format, donc c'est difficile. T'es gentil, Girso, bienvenue. Albaz. Non, il jouait pas Albaz, lui. Il jouait pas Albaz. C'était quoi? C'était troisième Fallen? C'était quoi? C'était Magna. C'était Magna Main. Oui, il faut que je change l'extra, effectivement, ouais, en même temps. Donc souvent, on a vu que ça jouait plus ça.
Ça jouait plus trop ça. Ça jouait beaucoup de trucs pour les Albaz. On voyait ça, on voyait ça. On voyait ça. Souvent, il y avait deux mecs comme ça. Après, souvent, c'était soit Frixul, soit... Enfin, soit... Pas lui. Comment il s'appelle? Soit le Balénatus, pardon. Soit Rinbroom. Là, pour illustrer, je peux mettre Rinbroom, mais bon, peu importe. Vas-y, on va mettre un Magna juste pour illustrer. Pareil, on s'en fout. Puis ça me permettra de vous montrer pourquoi est-ce que je déteste Magna des fois. Enfin, souvent dans ce deck. Ouais, il y avait aussi des fois, on voyait souvent, c'est vrai, le, la sorte de tower là. Ah oui, c'est la synchro. Bah oui, je comprends mieux. Je suis totalement con. Comment elle s'appelle, les gars? Elle s'appelle pas c'est comme ça non plus. Voilà, écoutez, elle s'appelle Ecclesia. Ok. Donc voilà, et donc on va juste demain essayer d'en discuter, essayer de voir quels sont les points positifs, les points négatifs, et en quoi est-ce que les changements du deck ont impacté concrètement bah, ton win rate. Hein. Donc là, typiquement, sur une main comme ça, il certainement, on va juste se dire, bon, bah, c'est des mains de Racotail basique. Ça, c'est des mains de Racotail basique. Hop. Qui est pas très bonne, hein, au passage. Ça, c'est une main de Racotail assez basique. Hein. Alors, t'as toujours l'option, comme on a dit, quand tu vas faire la brandée de fusion, en fait, tu foolish ton Fallen. Et du coup, tu vas le reprendre. Mais attention, tu es lock en fusion. Donc, le reprendre, certes. Mais à quoi ça te sert exactement? Pas grand-chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça fait pas des trucs de fou, tu vois. L'intérêt, c'était peut-être plutôt de se dire, bon bah lui, il accède à Incredible, et si je joue Albaz, mais Incredible peut accéder à Albaz, il me semble. C'était plus pour ça, tu vois. Mais là, ou alors pour accéder à la Quick, on va dire. Parce qu'en gros, c'est des fois, ta borne de fusion ne met pas forcément Albion en rotation. Et donc en fait, là par exemple, tu vas accéder à Secrétarion. Je dis juste une connerie, hein, on s'en fout. Donc voilà, là tu vas faire Foolish Frixul par exemple. Donc Frixul va te chercher la spell dont tu estimes avoir le plus besoin sur le moment. Là, je vais juste illustrer en prenant n'importe laquelle, on s'en fout. C'est juste pour se dire qu'une fois que tu vas invoquer ton Artalion dans la loupe, bah, tu vas pouvoir reprendre le Fallen. Juste vraiment pour pouvoir faire ce truc là de bon bah je spé Fallen et j'envoie Albion. Et donc tu gagnes cette quick spell entre guillemets. Ça c'est du ceiling sur Brand Diffusion que t'avais pas au préalable, c'est quelque chose dont on a parlé avant. Et ce gars-là, qui certes, bon bah du coup ne ferait pas grand chose, parce qu'imaginons t'es sur Fuva, tu fais pas l'effet pour rien, ou même juste Summon la Incredible, c'est pas un truc de fou, c'est juste que, bon bah en vrai c'est une ressource qui tourne en plus, parce que elle se récupère à la manière d'une cartée chaque phase pour pouvoir être des fusions matérielles à foison. Bah, ce qui est intéressant, c'est surtout que lui, c'est un dragon d'arc. Et un dragon d'arc, ça donne beaucoup plus de valeur à Chaos qu'avant, qui est une carte qui, qui était difficilement faisable. Souvent que les gens dans les deck profile, tu les entends dire bah voilà, bah je le joue, mais je l'ai jamais summon, tu vois. En règle générale, quand même, tu le summon une ou deux fois par tournoi. Il est utile, et quand il est utile, il y a que lui qui l'est. Donc c'est quand même une carte intéressante, mais c'est vrai que maintenant que tu as plus de manières de fusionner pendant les deux tours, parce que tu auras beaucoup plus souvent une cartésia en rotation, bah, ce sera une carte qui aura beaucoup plus de valeur, quoi. Ça, c'est sûr. Vous avez parlé des derniers des decks du dernier set de Phantom Revenge, pourquoi? Aucun des trois decks n'est viable à l'instant T. Oui, bah c'est clair. Trois decks pour l'instant ne sont pas viables. Le plus viable, c'est Killer Tune, qui est ok, mais qui est pas dingue. C'est lui que tu fais quand t'as une Femina et des dragons random sur le board, rien en main. Non, non, tu le fais. En fait, en gros, pendant le tour adverse, dis-toi, très souvent, d'un côté, pendant le tour adverse, tu vas summon un Artalion, en un moment. Et souvent, c'est bien mieux Lulu. Et tu vas summon une autre fusion. Et en fait, le problème, c'est que moins t'es bon avec le deck, moins t'as summon Lulu en rotation, concrètement. Et du coup, bah, moins tu utilises ta Femina pour summon Chaos, tu vois. Sauf qu'en réalité, normalement, t'es censé fusionner pendant le tour adverse quasi 2 à 3 fois, tu vois. Et quand tu joues le deck bien. Et donc, du coup, bah, ça arrive très souvent que t'invoques Chaos. Beaucoup plus quand tu peux accéder facilement à des dragons Dark. Et surtout parce qu'il t'en faut deux, parce que sinon le Chaos c'est que pète un et t'as des meilleures options très souvent.
C'est vrai que le split des deux engines, j'ai l'impression que c'est juste deux engines qui jouent des fusions, mais pas avec énormément de complémentarité, ou pas assez pour être assez pertinent l'un envers l'autre. Bah c'est simple, Magicien Build, t'as mis le doigt là où il faut, parce que, en fait, ça n'a aucune complémentarité. C'est juste Fallen of White accède à Cartesia. Mais ça accède pas à tes cartes d'archétype, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est difficile. C'est trop dépendant de tes mains pour faire tourner tes deux engines. C'est pour ça que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent incorporer à ça encore. Enfin, ils veulent essayer d'incorporer à ça en plus les Magistus qui, eux, pour le coup, et on s'en rappelle au tout départ du format, sont des manières d'augmenter la puissance des boards Dracotail de manière assez stable, puisque même avec que des cartes Dracotail, tu accèdes au Magistus via Artemis qui est la lien 1. Le problème de ça, c'était déjà le problème de l'époque, c'est que c'est un peu faible sur Fuvalos. À l'époque, c'était limite nécessaire à un moment, parce que bah, tes boards étaient vraiment trop faibles. Mais maintenant que t'as une piège en plus, et que le format s'est un peu ralenti, avec les deux bannies qu'on a eu entre temps, bah, en vrai, t'en as pas besoin, tu vois. Et d'un côté, ça peut accéder à Fallen of White ou pas? Pas que je sache. Non. Non, je pense pas. Faudrait que... Ouais, non, c'est impossible. Donc les deux engines ne discutent pas l'une avec l'autre. Ou très peu, tu vois. Chaos avec Banded, il peut te surprendre en go second avec le Albion qui l'invoque. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, et donc tu vois qu'en fait, quand on regarde des mains, bah, t'as toujours, malgré tout, ces mains-là un peu trop faibles en first. On l'a vu lors de la game 1, là, enfin, lors de la première main, on le revoit là, et ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû au fait que, en fait, c'est pas parce que, ça c'est important que ce soit, que vous le captiez bien, les gars. C'est pas parce que tu joues ce qui est perçu comme étant des cartes de plus haute valeur en first, ok? Ce sont des meilleures cartes en first, c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que tu peux te permettre de diminuer ton nombre d'engines total. Et on essaie de nous vendre Dracotail comme étant un deck capable de jouer ces engine requirements au minimum, plus autant de non-engine que ce qui est démontré là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dracotail a jamais performé avec autant de non-engine. Dans le format actuel, c'est pas ce qui fonctionne. Et en fait, te dire, bah, ok, j'ai cut 2 Rahu, mais j'ai rajouté 3 Fallen, et ok, j'ai peut-être cut des fusions matérielles, mais j'ai rajouté des Fallen of White. Ouais, mais en fait, ton deck reste un deck qui, très souvent, a une ligne de play. Donc, un play, ça lui coûte quoi? Ça lui coûte 2 cartes d'engine. Pas genre une carte d'engine et une discard, non, 2 cartes d'engine. Donc, ça veut dire que quand l'adversaire, il casse ton cycle, il dit, hop, 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 non, je te entrap ton premier play. Je dis une connerie, par exemple, tu fais Fallen, tu spé Fallen et fait. Ok, t'as envoyé ton Albion. Un deck fusion, exactement. Mais il y en a qui sont quand même meilleurs pour ça. Donc, je te cut ton premier play. Je spé Fallen, tu prends H. Qu'est-ce qu'il te faut pour jouer? Il te faut au minimum 2 cartes d'engine. Et donc, en fait, une fois que tu comprends ça, ce qui est assez simple, il faut aussi se rendre compte de qu'est-ce que ça crée dans ton deck building. Du coup, c'est-à-dire que ton deuxième play, 2 plays, dans le meilleur des mondes, c'est 3 cartes. Dans le meilleur des mondes, dans le monde où t'as genre une bonne main. Et en fait, bah là les gars, on fait un truc simple. À partir de là, faut pas être con. Sur 23 cartes, c'est pas correct. Ça ne fonctionnera pas. Et je vais vous le montrer, c'est très simple. Il n'y a vraiment pas besoin d'être qui que ce soit. Hein. Tu vas juste sur un calculateur. Tu regardes sur une main de 5 cartes. T'échanges de piocher 3 cartes dans un groupe de 23. 64%, 65%. Ce qui sous-entend que tout le reste des mains, quasiment, hein, je dirais ouais, quasiment, ouais, même. Je pense pas qu'il t'ait genre. Que t'aies. Peut-être, allez, peut-être que genre Stoppen exactement le Albaz plus, genre le Fallen of White plus Lucias, peut-être que ça bat une entrap en fonction de c'est laquelle. Et en fonction de comment l'adversaire l'utilise. Mais peu importe, tout ça pour dire que quasiment tout le reste des mains, donc environ 30%, seront des mains qui mourront sur une entrap. Et c'était déjà le problème du deck avant. Et donc pour soigner ça, bah, qu'est-ce que par exemple moi j'ai fait? Bah, j'ai joué plus d'engine.
J'ai augmenté ce chiffre-là. Voilà. Ou en tout cas, essayer. Tu vois, parce que les Shadows sont pas vraiment des engines, mais ce sont des cartes qui vont quand même t'aider à être cette troisième carte d'engine dans ta main. Et des cartes aidées en plus, etc., etc. 22 du coup parce que tu as un Fallen. Quoi? Bah non. J'ai... Là j'ai 23 cartes d'engine là. Donc je veux voir mes chances d'en voir 3, donc 3 sur 23. Moi je dis jouer full gas 60 avec 3 Abakiri. Bah écoute, essaye post-ban, on verra ce que ça donne. Mais donc du coup, ouais, je pense qu'à terme, ce qu'on va voir, c'est que les gens ils vont arrêter avec leurs conneries là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une carte qui est très coûteuse pour le deck. Parce que c'est pas un play, mais c'est pas une non-engine importante de ton deck. La vérité, cette carte, c'est plus proche dans la manière dont il l'a joué d'être une engine requirement qui est ok en second, qui est une plutôt bonne carte de second. Pas excellente, mais une plutôt bonne carte de second. Sauf que la réalité, c'est que vu que le deck va devoir diminuer son nombre de non-engine, il va garder que les plus importantes. Donc les gens cutteront jamais H pour l'apport que ça a en first, surtout s'ils rendent leur deck plus sensible à Fuva. Ils cutteront jamais Fuva non plus. C'est des cartes comme Magnamut qui vont sauter. Donc ça. C'est des cartes comme Nibiru ou Ghostbell, en fonction de laquelle est la plus importante dans le format. S'ils estiment que par exemple c'est Ghostbell, bon bah tu verras les Nibs sauter. S'ils veulent garder ça. Ou sinon, ils vont devoir cut ça pour rajouter des entraps. Bref. Très souvent, vu que tu as moins non-engine au global, tu vas donner beaucoup plus de valeur aux non-engine qui seuls peuvent faire quelque chose. Donc si Purlieu est une bonne carte dans le format, on pourrait la revoir réintégrer les main decks. Donc en fait, très vite, ça va redevenir à peu près le deck qu'on a vu, et les changements qui s'opéreront uniquement dans l'engine. Et du coup, bah, à partir de là, la question à se poser, c'est concrètement, est-ce que ces Fallen et ces Magistus potentiels qui améliorent vraiment ton deck au global, pas qu'en first? Moi, j'aurais tendance à dire, du coup, pour répondre à cette question avec mon opinion, hein, j'essaierai de l'argumenter, mais bon, c'est en gros l'argumentation, c'est un peu tout ce que j'ai raconté jusqu'à là, hein. Alors, j'ai pas la vision sur à quoi le format va ressembler exactement. Donc, c'est amené à évoluer. Mais, pour moi, je pense qu'à un certain degré, ce sont des bonnes cartes. Je pense que Fallen, c'est une bonne chose pour un deck qui avait du mal à jouer au travers notamment Ash Blossom, qui est la line trap la plus représentée, et que c'est quand même toujours moins grave de se prendre Fuva dans un setup où c'est un peu embêtant que de se prendre H et de pass turn. Surtout que le deck va pas avoir tant que ça le choix, puisqu'il va se retrouver avec des Ketu en moins probablement. Donc 3 Rahu, 3 Rahu, une Ketu probablement. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend. Mais j'aurais quand même tendance à dire que la manière la plus équilibrée de jouer ton deck serait de remplacer, par exemple si on prend un build que moi j'ai eu l'habitude de jouer récemment, serait de remplacer tes Ketu manquantes par des Branded Fusion, plus que de les remplacer par des Fallen of White, pour l'apport en second, parce que c'est une bonne première step de jeu, et que tu utiliseras mieux les Charmy avec ça. Maintenant, imaginons qu'on soit dans un monde où le format, c'est des decks qui ont du mal à gérer de la body présence. Radiant, pas le meilleur deck contre la body présence, même s'il se débrouille. Dracotail, pas le meilleur deck contre la body présence. Et que du coup, le Fallen of White, il prend en valeur en second. Genre que c'est une carte qui quand même push dans un board de manière intéressante. Alors peut-être que elle vaudra le coup. Mais moi, de prime abord, je pense que déjà, ce sera pas une carte à maximiser. Je pense que l'investissement, il est quand même relativement gros. Et c'est pas ce à quoi je m'attends comme étant les listes les plus performantes sur le moyen terme post-Bupo. Voilà, donc c'est mon avis. Donc en gros, mon avis il est simple, c'est que Dracotail post-ban et post-Bupo, ce sera un très bon deck. Il aura des gros arguments. Il aura plusieurs manières d'être joué. Je pense que ce sera l'un des decks les plus dominants et l'un des meilleurs, mais plus parce que les autres auront été touchés que parce que Bupo l'aide. Voilà. Super Poly est-elle bonne dans le format? Super Poly est une bonne carte dans le format. Comme dans ce format-là, je dirais, à peu près. Je pense qu'on peut cut deux Fallen, ou alors une Cartesia et une Ecclesia sont un trop gros investissement pour un seul Fallen of White. Je pense que Cartesia est une carte que tu joues un peu indépendamment, en tout cas que tu envisagerais, surtout si tu commences à jouer plus de matériel fusion. Donc en soi, ça s'envisage. Puis la Ecclesia reste, malgré tout, quasiment un Fallen of White. Quasiment, quasiment. Ça l'est pas, mais quasiment.
Fallen est un très bon starter pour la partie Magistus par contre, donc si on a besoin de gros boards, il va être bon. Mais on n'a jamais besoin de gros boards. Si on a besoin de gros boards avec Dracotail. Mais je pense pas que Dracotail ait besoin de gros boards. Je pense que il en aura jamais besoin. En fait, ce qui génère de base, c'est déjà très très fort et suffisant. Vraiment très très fort et suffisant. Hum, Je pense que ce sera... Genre, si le deck, à un bout d'un moment, est dans une situation où il a besoin de ça, ce sera juste plus le meilleur archétype pour te proposer ça. Dans Yu-Gi-Oh! En règle générale, tu témoignes d'un besoin dans un format, et après tu trouves l'archétype le mieux équipé pour appliquer ce que tu essayes de faire en first et en second, dans le format en question. C'est pas, tu prends un deck, et ensuite tu essayes de le faire, de forcer, tu vois. Genre là, c'est en mode, tu mets le triangle dans le rond, tu mets le carré dans le rond, tu vois. Non, tu regardes c'est quelle forme, et ensuite tu prends le cube de la bonne forme. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens, comme ils sont attachés à leur archétype, ou alors parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'en apprendre un autre, ou alors parce qu'ils ont cette mauvaise habitude de consommation du jeu un peu bizarre, on va dire, en tout cas bizarre quand tu le dis au compétitif, ils finissent par jouer des decks parce qu'ils leur plaisent et tenter de les faire fonctionner dans le format. Et c'est ça qui mène à beaucoup d'opinions du type, des opinions un peu casuales, comme on a pu voir lorsqu'on parlait de Ash Blossom ban ou non, tu vois. Enfin, discussion sur Ash Blossom. Voilà. Moi, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire par rapport au deck post-Bupo et mes impressions et faire on va dire, on a brassé un petit peu ce qui s'est passé sans forcément vous dire ah bah regardez voilà Fallen of White ça fait ça tout seul, vous devez faire ce move là exactement et ce move là exactement parce que c'est des trucs que vous pouvez retrouver déjà sur YouTube très facilement. Alors est-ce que c'est correct ou pas, je sais pas, mais c'est surtout que c'est forcément faux en fait. Parce que ça dépend trop des scénarios et ce qu'ils te mettent en. Ils mettent en scénario quelque chose d'une très mauvaise manière. Pas d'interaction avec l'adversaire, pas de match-up, pas de format. Donc en fait, c'est du bullshit, genre, c'est in a vacuum, genre. C'est qu'est-ce que tu devrais faire si en fait t'as que Fallen of White et Fuvalos en main, t'as pas d'adversaire, il interagit pas avec toi et t'as pas de préconstruction d'un board dans un format. Parce que si tu sais que le format c'est exactement Dracotail très souvent et Dragon Link, bon, bah tu donnes plus de valeur à Secrétarion. Si tu sais que c'est 90% de Radiant, bah tu le fais peut-être pas, tu vois, et en fait tu construis différemment ton board. Je sais pas si tu le sais car tu es éloigné de la sphère casu, mais certaines personnes trouvent Dracotail pas assez fort en first et débile en second à cause du high roll féminin. En tout cas, moi, c'est un avis que je vois souvent. Ouais, bah, alors là, moi, je pense que c'est réel, hein. Mais ils ont raison dans leur manière de consommer le jeu. Dracotail, pour un joueur moyen, est trop faible en first. Et pareil, Dracotail pour un joueur moyen, si tu joues contre, et high rolly en second. Donc c'est pas. C'est pas. Genre, c'est factuellement faux dans le sens où genre, si on parle de machines qui jouent parfaitement, tu vois, et qui débutent parfaitement, et qui machin, mais dans leur réalité à eux, c'est vrai, genre. C'est vrai. Ce serait intéressant d'avoir une session d'analyse du format, mais de manière large, pas centrée deck par deck, du format, un point de vue global du gameplay des decks représentés, de la manière dont les joueurs l'abordent. Bah, qu'est-ce que tu entends par là, concrètement? Parce que là, c'est très vague, quand même. Une analyse du format, mais de manière large. On en parle quand même très souvent, je trouve, du format de manière large. Rien qu'hier, regarde. Hier, on a parlé du format de manière large. Lorsque je vous dis par exemple, bah, pour moi, Yumi, s'il a eu une hausse de représentation, c'est parce qu'en fait, c'était un format basé sur Dracotail. Donc les gens se sont rendus compte petit à petit que Dracotail continuait à performer, même si on jouait des non-engine orientés face à lui. Donc ils ont carrément changé d'engine, en passant sur des decks plus combo-ish, parce que la gestion de board Dracotail, il a du mal. Et donc du coup, bah, des decks comme Malice, des decks comme Vanquish ont fait apparition. Et du coup, pour contrer ça, vu que le problème de ces decks-là, c'est que c'est des decks avec un ceiling très puissant, mais qu'ils ont été touchés par la baniste au niveau de la stabilité et de la consistency, bah leur faiblesse désormais, c'est les end-traps. Et donc, Yumi, qui est peut-être le meilleur deck pour aller jouer 15-20 end-traps dans ton deck, a monté en représentation parce qu'il a monté en win rate. Et donc, on a vu de plus en plus des Yumi, et ça s'est illustré à Bologne, tu vois. Ça, par exemple, c'est un des. C'est une des dynamiques du format. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce dont tu parles peut-être, Magicien Bill, non? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent dans le LF, c'est juste c'est éparpillé, parce que Yu-Gi-Oh! C'est pas un jeu où il y a 36 000 actualités, et genre, une fois que je t'ai dit ça, genre, il s'est rien passé depuis, quasiment, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu d'event là, en l'occurrence. On pourrait discuter de qu'est-ce qui va se passer, mais sans savoir le contenu de la banlist, c'est extrêmement difficile. Fallen tourne pas très mal autour de Fuva. Ce serait pas intéressant
Fallen tourne pas très mal autour de Fuva. Ce serait pas intéressant de jouer OG Albaz pour incompréhensible Azwin. J'avoue là, le message, il m'a pas. J'ai pas compris. Fallen joue très mal autour de Fuva, non? Tu trouves pas que Fallen joue très mal autour de Fuva? Et quel est le rapport avec OG Albaz et Fuvalos? Les match-ups contre Radiant semblent très, voire trop compliqués. Je pense qu'on va avoir une méta post-bupo très différente de l'OCG. Je sais pas à quoi ressemble la méta de l'OCG. Ça m'intéresse pas énormément parce qu'encore une fois, je pense que c'est se polluer l'esprit avec des choses. Tu parlais par exemple, Yellow, hier ou avant-hier, je sais plus, de regarder un petit peu ce qui se passait sur les régios récemment pour essayer de prévoir ce qui allait se passer dans les prochains régios. Parce que le problème, c'est que j'utilisais des régios qui n'étaient pas dans le même environnement. Et là, je pense que c'est totalement pareil. Regardez ce qui se passe en OCG. Perso, je l'ai toujours vu comme une énorme perte de temps. Sauf si tu veux voir des fonctionnements d'archétypes ou des options de jeu dans des archétypes. Parce que là, pour le coup, bah, ils font des loops, quoi. Donc ça peut être intéressant. Mais hormis ça, genre la représentation, la construction d'un format en OCG, sachant que les reports qu'on a, c'est 99% des reports de locaux et des trucs qui n'ont pas trop de valeur. L'axe de communication, il n'est pas bien construit. Et en plus de ça, c'est pas le même environnement. C'est pas une très bonne idée, je trouve. Faudra côté, ça a l'air dur à maîtriser. Ouais, c'est dur à maîtriser. Ouais. Vu que Fallen joue pas très bien autour de Fuva, ok, ce serait pas intéressant de jouer OG Albaz pour. Mais je vois pas pourquoi OG Albaz aide contre Fuva. Pourquoi OG Albaz aide contre Fuva? Parce que tu veux pouvoir. En gros, spé Albaz, spé Fallen est fait, et si tu Fuva, bah du coup tu résous l'effet, tu donnes une draw en invoquant Incredible et tu te dis. Je fais plus rien avec ces deux bodies là, et pendant le tour adverse, c'est juste OG Albaz via Incredible. Ouais, écoute, ça te coûte une brique. Au final, dans ce play-là, t'as dépensé une carte de ta main pour ne rien générer en termes d'engine ce tour-ci. Juste un OG Albaz qui se résout pendant le tour adverse, qui est pas très bon. Genre, c'est quand même, tu te rends compte, c'est quand même dégueulasse, tu vois. Genre, je pense que vaut mieux donner plus de droits à l'adversaire et générer plus. Honnêtement, je pense. Cartana hier qui a dit que Radiant était Entrap pour Death car le board était trop fort en first alors qu'il joue Malice le deck qu'il faut Entrap. Je pense que son opinion, il est quand même peut-être biaisé par le fait que le deck puisse jouer la piège phaser. Je sais pas, mais après, vous savez, c'est difficile pour des gens aujourd'hui d'avoir des opinions construites ou en tout cas d'avoir raison alors que le format il est encore vraiment il y a même pas la première brique qui est posée quoi. Donc là c'est une impression qu'il a. Moi je pense pas qu'elle soit fausse à 100% parce que je pense qu'il fait des boards avec beaucoup de ressources, Radiant. Par contre, de là à dire que c'est pas pushable dans les boards, ouais, non, là c'est faux. Hein. Franchement, c'est faux. Mais ça dépend quel deck tu joues. Avec quoi est-ce qu'il a testé? C'est ça la question. Parce que lorsqu'un gars te dit, voilà, là en l'occurrence, Cartana, qui est. Alors vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pour moi, voilà, dans la communauté en règle générale, Yu-Gi-Oh!, il y a des gens surcotés et il y a des gens sous-cotés. Et c'est juste en fonction de avec qui tu traînes. C'est pas du tout en fonction de ton niveau ou de tes résultats. Les gens s'en battent les couilles de est-ce que ta top a des régios, est-ce que ta top a des YCS ou pas, c'est est-ce que t'as fait ta deck profile ou non, est-ce que y a X machin qui traîne avec toi ou pas, ce qui est totalement ridicule. Cartana, c'est un bon joueur de la scène française quand même, tu vois, sur les. Je sais pas, sur la dernière année quoi. C'est un gars quand même qui, lorsqu'il va à des events, il fait des bons résultats et tout. Mais lorsque même un gars comme ça, ou un autre, te dit genre, bah, je j'ai vécu une situation, mais qui t'explique pas le contexte, ou qui t'explique juste le ce qu'il a déduit d'une situation vécue, mais qui t'explique pas bien la situation, et donc pas bien le contexte, bah en fait ça sert à rien, tu vois. En l'occurrence, moi je peux être d'accord avec lui, s'il me dit par exemple, bon bah j'ai joué, je sais pas, Dracotel contre Radiant, et en fait, bah t'as pas assez de push, pour essayer de casser le board et en rétablir un parce qu'il génère trop de ressources, donc t'es obligé de tenter de l'entrap. Si tu me dis ça, t'as expliqué quel deck tu jouais, pourquoi et quel deck en face, je peux être d'accord. Après, ça se vérifie, mais je peux être d'accord. Si tu me dis juste Radiant est trop fort en first et t'es obligé de jouer des entraps, sinon tu peux rien faire, c'est clairement faux, tu vois. C'est vraiment faux. Donc voilà. Après, c'est que mon avis à moi. Hein. Voilà, c'est pas. Pour le coup, t'as vraiment répondu à ce que j'entendais, même si j'étais pas clair. Et aussi, je sais pas si tu veux rendre ça public, mais la prépa mentale des joueurs, ça peut être fou.
Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, non, il n'y a pas beaucoup, mais je pense que certains d'entre vous, quand même, vous fantasmez un petit peu sur certains aspects du jeu qui n'existent pas. La prépa mentale, je sais pas, est-ce que ça existe vraiment la prépa mentale? Je sais qu'il y a des joueurs comme dans n'importe quel domaine, qui ont plus besoin de se mettre dans certaines circonstances pour rentrer dans un truc de concentration. Il y en a au contraire où le déclic de ah bah je peux rigoler avec mes potes et être concentré direct, il va très vite. Et voilà, tu vois. En vrai, il n'y a pas forcément de prépa mentale, hein. Je pense que c'est surtout une question de être capable d'être motivé sur une longue période, parce que Yu-Gi-Oh! Ça te demande de prendre le temps de t'améliorer et pas de chercher ce qui te sert le plus rapidement possible, genre ce qui te sert pour la semaine qui vient ou quoi. Et c'est surtout comment tu rebondis par rapport à l'échec. Je pense que c'est ça qui. Je pense que en France, l'un des trucs avec lequel on a le plus de mal, c'est que les profils de gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup moins des gens réfléchis, beaucoup plus des gens un peu très. Ils sont dans l'action, quoi. Ils sont pas forcément dans très posés. Tu prends le profil du joueur allemand, c'est pas le profil du joueur français, tu vois. Mais en même temps, on a une commu beaucoup plus gaulerie, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais je parle Yu-Gi-Oh! En parlant, je pense que c'est un des avantages quand même. Tu prends les joueurs allemands, tu regardes, c'est des gars posés, c'est des gars tranquilles, c'est des gars. Tu prends la commu française, on est des petits cons en vrai. Pour certains, tu vois. Sans que ce soit une mauvaise chose, hein, mais. Salut chef, t'es bien matinal aujourd'hui. C'est vrai que là, j'ai été. J'ai pas été matinal, mais j'ai live plus tôt parce que je suis pas dispo après. Du coup, bah voilà. J'ai live plus tôt, ouais. Alors que la solution, c'est la déroule. Aïe, aïe, il y a ça, il y a ça. Pas en Europe, en tout cas pas que je sache, mais il y a ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler d'Adderall dans Yugi. La dernière fois, c'était au championnat du monde. À l'Open, j'étais pas là, il a top 8. Je déconcentre Cartana pendant les events. Probablement. Mais je pense pas que ça joue sur ses résultats, mais probablement. J'étais étonné, je pense qu'il y a soit un match de foot, soit il a un truc à faire après, il va encore partir de chez lui en retard. Bah non, je pense pas que je vais partir de chez moi en retard, mais ouais, effectivement, j'ai un truc à faire. Sinon, bah j'aurais live à l'horaire de base, quoi. Y a pas de raison de changer ça. Hop là. Ok, écoutez, je pense que je vais pas vous retenir plus longtemps, sachant que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des points que vous voulez qu'on aborde ou pas? Parce que là, concrètement, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'était Dracotail. Je pense qu'on a fait le tour de tous les éléments. On a peut-être pas. C'était peut-être assez décousu. J'ai essayé de suivre un fil rouge, mais bon. Demain, on est censé parler de Radiant. Où là, il y aura peut-être plus de choses à dire, parce que pour le coup, c'est un deck où le fonctionnement du deck même reste peut-être à présenter à une majorité des gens. En plus de tout ce qui se passe derrière, on va dire. Et jeudi, on fait du gameplay. Je ferai du gameplay en remote, normalement sur la Master League. Donc j'espère jouer contre ces decks-là, et moi j'espère jouer l'un de ces decks-là aussi, tu vois, pour essayer d'illustrer ce qu'on a mis en place, ce dont on a parlé. Et voilà, et après semaine pro, ça sert à rien que je vous le raconte. À Berlin, t'étais là, et c'était un bon résultat, j'ai niqué ta théorie. Allez hop. D'ailleurs, Cartana, tu vas au German Open, tu penses ou pas? Tu m'avais dit que peut-être t'y allais, non, je crois. Quand je perds, c'est de ma faute et je le sais. Après, est-ce que tu me rends fou à vouloir jouer plus mot dans toutes tes listes sans savoir pourquoi? Peut-être. Ah, ça, c'est une maladie, hein. Cosmic Cyclone pour l'attaque radiant à considérer. Je pense que la piège radiant, genre son impact, est surcoté dans les games, genre. Yo le gap, j'arrive quand c'est fini. C'est ma faute, c'est parce que j'ai avancé le live, donc je m'excuse, mais t'as le replay, et franchement c'était très dynamique, donc ça se regarde bien en replay en vrai. C'était assez dynamique, je me suis pas arrêté de parler quasiment. Donc je pense que ça se regarde en replay. Au pire, t'as le bouton accéléré quoi. Et demain, ce sera à l'heure normale, donc toi, tu pourras être à l'heure normalement, Clem. Désolé, mon ref. Tu penses que la non-ban ne sera partie pour rendre le format désagréable? Bah, c'est évident. Mais attention, les gars, je vous dis les choses comme elles sont. Même si tu ne battes pas la trappe harpie, les gens vont juste jouer une autre floodgate à la place. Elle sera moins forte, donc elle sera moins problématique, mais ils vont en trouver une. Tu veux pas inviter Jeep pour Tribriami, ça peut être galerie. Moi, ce serait avec plaisir, mais les gars, ils parlent pas français. Ils parlent 3 mots de français, genre. Allez, 10 mots de français. Il dit wesh, comment ça va? Bien et toi? Comme ci, comme ça. Il dit, voilà, il sait dire ça.
Ou trop compliqué le switch anglais-français. Bah, quoi, après, je dois tout traduire. C'est invivable. Wesh, c'est pas français déjà. Non, mais c'est parce qu'on lui apprend des conneries. Il sait dire bonjour ou salut. C'est un hot rate, ça dépend du match-up et oublie pas que vous pouvez chainblock la piège radiant. Oui, exactement, mais en fait. Ah bah tu réapparais toi. Tu. Tu te laves. T'as pas honte de prendre une douche devant plein de gens? Tu l'as pas encore appris? Allez l'OL. Les gars, c'est un Américain. Quand je lui parle de football, il pense que je lui parle du truc où il court comme des fous et il se rentre dedans. Je parle pas de rugby, parce que le rugby c'est stylé, mais. Après, j'avoue, le foot américain c'est stylé, mais juste, c'est une honte quoi. Qu'il croit que je lui parle de ça. Les extensions qui traitent en direct sur Twitch de mémoire, mais bon, à quel point ça marche, c'est la question. Écoutez, franchement, on peut le tenter. Si vous voulez, on peut le tenter. Je peux le tenter. Mais je vous garantis rien, quoi. Parce que faut que ça fonctionne. En soi, si vous me dites fais-le, je peux le faire en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Mais, bah, faut que vous soyez ok avec le fait que bah, il y en a certains qui seront pas, qui capteront pas, et il y en aura d'autres au contraire qui, pour qui ça dérangera pas, quoi. Uniquement s'il apporte un truc. Bah quand même, il a des connaissances sur le deck, et puis même, ça fait de l'interaction, c'est toujours... Tu vois, par exemple, si j'avais quelqu'un avec qui en discuter, on aurait été peut-être plus en détail, il m'aurait fait remarquer des choses, je leur en aurais fait remarquer d'autres, etc., tu vois. Le problème, c'est qu'il y a trop peu de créateurs de contenu Yu-Gi-Oh! Compétitif en France, il y en a même pas. Vince, il couvre le contenu compétitif, il couvre l'actualité. Et ce qu'il fait du Yu-Gi-Oh! Compétitif, je sais pas, ce serait à lui de répondre s'il estime que ça en est ou pas, tu vois. Perso, c'est pas ce que j'appellerais du Yu-Gi-Oh! Compétitif. Après, le reste, c'est pas très. C'est pas, c'est pas très. C'est pas avec beaucoup de continuité, quoi. Genre, Marin, il en fait, mais par-ci, par-là. Mathieu, ça dépend des moments. Je sais que Samir, ici, est mis. Après, Samir, c'est pas. Je sais pas si c'est quelqu'un avec qui je ferais des lives, tu vois, même si je l'aime bien, mais voilà. Tu vois, Samir, Mathieu, c'est des gars super. Mais c'est pas que des gens avec qui, genre, je parle dans la vraie vie, tu vois ou pas? Genre, Mathieu, quand je le croise, on parle, on rigole, etc. Samir, quand je le croise, on parle, on rigole, etc. Mais ce sont pas des gens avec qui je discute dans la vraie vie. Genre, si je regarde mon dernier message à Mathieu, or pour les lives, bah, je sais même pas quand c'est, tu vois. Pareil pour Samir. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en règle générale, pour qu'un live se passe le mieux possible et que tu sentes que c'est fluide et tout, faut que ce soit des gens avec qui la personne s'entend vraiment bien. Ou alors qu'il y a une vraie raison, tu vois. Et bah, le truc, c'est que c'est difficile de faire passer des potes en live, tu vois. Parce que bah, ils y gagnent rien, eux. C'est juste de la perte de temps pour eux, limite. Ça peut être gaulerie, tu vois, mais c'est vraiment par moment. Le gars que je préfère faire passer en live, même si c'est très rare, c'est Noam, les gars. Noam, c'est vraiment. Mais Noam, le problème, c'est qu'il joue pas trop à Yu-Gi-Oh! Donc, il joue, mais par moment, du coup, bah. C'est. Voilà quoi. Si à un bout d'un moment on fait un live sur Rocket, franchement, je le ferai avec Noam, le live. Allez, vas-y, en vrai, avec Ilias, ça peut être sympa, tu vois. Mais Ilias, bah, il joue que Malice, quoi. Donc, bon, faudrait qu'on fasse un truc sur Malice. Peut-être son avis sur Malice post-ban, tu vois. En vrai. Je pense que si le sujet abordé est intéressant, faut pas qu'on s'en prive à cause d'une barrière de langue. En plus, Yu-Gi-Oh! Même pour ceux qui ont du mal, c'est possible de suivre les grandes lignes. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste. Je pense qu'en gros, quand tu fais un feat avec quelqu'un pour une découverte de deck, c'est plus pour ce que ça apporte niveau interactivité que pour ce que ça apporte niveau technique, tu vois. Parce qu'il connaît mieux le deck que les gens, oui, il le joue mieux que les gens, oui, mais il va rien nous apprendre de dingue qu'en mode on n'aurait pas pu capter nous, tu vois. Avec Flammy, on veut du contenu Mento. Oh, j'adorerais. Mais j'ai vu son anglais dans une deck profile, je pense que c'est mort. Je pourrais lui envoyer un message. Tu sais, il a joué quoi, Mathieu, ce week-end? Je savais même pas qu'il a joué ce week-end, donc non.
Peut-être en parler dans le Discord pour savoir avant le live. Ouais, je verrai. T'as vu que Trif teste Yami Elvenote? Non, j'ai pas vu. Maintenant, pourquoi pas? Parce que Elvenote, en tant qu'archétype à lui-même, il fait pas assez, mais il a quand même des bons semi-boards dans Fuva, ce qui manque à Yumi. Donc, moi, je trouve qu'il a raison. Ça s'entend. Mais du coup, doit pas jouer Méduse, quoi. Il doit juste écarter Elvenote. Le problème, c'est que... Ouais, en vrai, je pense que c'est même plutôt une bonne idée. Yami Elvenote, ça peut exister. Parce que ça a l'air pas mal, en vrai. Il a joué René Raisil Mathieu. Ok. Bah, le problème, c'est que j'ai pas la rêve de son deck. Le mec, il a joué un good stuff, quoi. Genre, je sais pas. C'est quoi la proportion de personnes peu trop à l'aise avec l'anglais dans le chat? Je dirais que c'est un bon 30 à 50% des gens qui sont vraiment pas à l'aise. Ou qui, en mode ça les dérange. Il m'a double Chaos Hunter, le salaud, mon Cerberus, ça servait à rien. Ouais. En fait, ce qui serait plus intéressant, peut-être, c'est que à la place de, genre, sur cette chaîne-là, faire un contenu qui, genre, bah, conviendra à peu de gens, et que les autres, du coup, pourront pas en profiter, le mieux serait peut-être que, genre, on fasse un truc avec Jeep sur sa chaîne, et derrière, moi, je vous fais un live qui parle de ce que j'ai fait avec Jeep, tu vois. Fais un snatch pour voir? Oh non, flemme, ça sert à rien. Ça sert à rien, on est en fin de live et tout. Puis je l'ai déjà fait dans le passé et tout. Après, sur Yugi, t'es obligé de parler anglais, donc bon. Bof, hein. Bof, hein. Mais ouais, c'est vrai que t'es obligé de connaître des petits mots, quoi. Ok, les gars, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était court, mais on a couvert quand même ce qu'on voulait couvrir et d'une manière convenable, je trouve. J'espère que ça vous a servi. S'il y a des choses que je dis qui sont fausses ou bêtes ou qui changent et que je m'en rends compte ou qu'on me le fait remarquer, bah, je reviendrai évidemment vous en parler, même si c'est pas trop le sujet dans un autre live, tu vois. Euh, J'espère que j'ai été assez clair sur le fait que, enfin, j'ai réussi à bien m'exprimer sur le fait que c'est que mon analyse et que je pense que c'est important que vous fassiez la vôtre avec les éléments que vous voyez. Parce que, bah, en règle générale, voilà, c'est sûr qu'il y a deux dynamiques en ce moment sur ce que les gens pensent du support. Il y a des gens qui vont être ultra, 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 ultra positifs, et c'est bizarre de voir un autre créateur de contenu te dire, bah non, en fait, gros, c'est vraiment genre bof, genre, c'est vraiment bof, voire même peut-être moins bon, tu vois. Donc je comprends que ça puisse faire douter. Mais donc voilà. Et le live partagé sinon. Ouais, mais ça sert à rien, il va parler en anglais, je parle en FR. C'était plus pour une question de langue, Ruzar, qu'une question de genre est-ce que je live ou pas sur ma chaîne, tu vois. Ok, je vous laisse là. Prenez soin de vous. On se capte. Demain, cette fois-ci, ce sera vraiment à 17h. Et cette fois-ci, il y aura vraiment Ruzar qui interviendra. Et voilà, et il n'y aura pas de bêtises. On le fera sérieusement. Et en plus, il y a eu le post de Breakflip par rapport à Toulouse. Donc, normalement, bah, on aura un peu plus de data en plus à couvrir lorsque Ruzar nous expliquera un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Et je pense que certains ont une attitude pour vendre les nouvelles extensions proches de la conspiration. Bah non, mais c'est pas proche de la conspiration, frère. C'est que, genre, il y a deux dynamiques. Soit tu te dis, ils sont hype par quelque chose, et donc ils passent du temps dessus, et donc ils veulent vendre ce sur quoi ils passent du temps parce qu'ils en profitent pour essayer de proposer un produit. Ça, c'est sain, tu vois. Et après, t'as l'autre sens où tu te dis, ils voient en ces nouvelles choses quelque chose qu'ils peuvent hype et donc proposer un produit pour se faire de l'oseille, et du coup, ils le surhype un peu. Les deux existent. Et les deux peuvent cohabiter. Ok, on s'attrape. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir interagi. J'espère que ça vous a plu. Et à demain. Ciao les gars. À plus. JP, tu dis au revoir ou pas? Tu veux pas dire au revoir? Désolé les gars, je vous aime pas encore assez. Ciao.